Bonjour à toutes et tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On est content de vous retrouver. Salut Julot, salut Kyle, salut Monseigneur Algo, salut Pignoufou, salut Schninkel, salut à tous les autres, à toutes les autres. Posez vos questions, vos coups de gueule, interpellez-nous. On est ensemble jusqu'à 14h et je relais bien sûr tous vos charmants messages à nos invités. On va parler d'éthique, de suicide assisté, d'euthanasie, de soins palliatifs, alors que le projet de loi sur l'introduction de l'aide à mourir est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il y aura des paroles pour, des paroles contre, mais on ira dans le détail sans être certain à la fin d'avoir peut-être produit des certitudes, avec en creux des histoires intimes, des histoires de civilisation, notre relation avec la mort certainement, et puis aussi des façons que nous avons de considérer la fin de vie, et puis aussi la façon que nous avons de considérer celle du vivre ensemble. Ce sera de midi à 13h, heure à laquelle nous filerons dans le port de Marseille, d'où partent à travers le monde entier les porte-conteneurs de l'armateur français CGA-CGM. C'est l'un des plus gros armateurs du monde, dont le propriétaire est Rodolphe Saadé, le fils de Jacques Saadé, qui vient de racheter au milliardaire très endetté Patrick Drahi la filiale média de son groupe Altis, avec dedans BFM et RMC, que vous connaissez certainement. Ce sera l'occasion pour nous d'envisager un grand panorama de ceux qui possèdent les médias en France, les problèmes qui se posent, les questions que ça suppose aussi, à l'heure notamment où le débat politique se repolarise. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, à peu près 7h à Rio, à peu près 10h en temps universel. Il est exactement midi 4, il est midi 5, passé de 0 secondes à Paris. Il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Kyle, salut Dédrom, salut tous les autres. Posez vos questions, vous avez le droit de tout poser, pourvu qu'on reste dans le cadre de la courtoisie et de la bienveillance. Nous partons dans les pastels de nos certitudes, de nos peurs, de notre façon d'être citoyen et peut-être fraternel, de notre façon aussi de voir ce qui relève de l'intime, de la loi, peut-être de la foi, et peut-être de ce qu'est notre vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui que le projet de loi sur l'introduction de l'aide à mourir est présenté en Conseil des ministres. Un texte qui prévoit que pour les Français atteints d'une maladie incurable, douloureuse, la possibilité donc du suicide assisté avec exception d'euthanasie, en clair de se donner soi-même la mort, ou si le patient en est incapable physiquement, qu'un soignant ou un proche lui administre le produit létal. Il y a le camp des pour, le camp des contre, et puis aussi le champ vaste de ceux qui doutent. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Soigner par la mort, est-il encore un soin ? Vous êtes par ailleurs et surtout professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. J'ai tout bon ? Bonjour monsieur, bienvenue. À vos côtés, Véronique Fournier, bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes médecin, vous êtes l'ancienne présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Vous êtes par ailleurs l'auteur de Cette vieille dame et la mort, paru aux éditions Michalon. Oui. À vos côtés, François Lambert, bonjour. Bonjour. Maître, avocat, vous êtes le neveu de Vincent Lambert, qui après 11 ans, on va y revenir, qui après 11 ans passé dans un état végétatif et 6 ans de bataille judiciaire est finalement décédé le 11 juillet 2019. On va revenir sur cette histoire que la plupart des gens connaissent, mais peut-être que nos viewers n'ont pas en tête. Vous êtes par ailleurs l'auteur de Pour qu'il soit le dernier, paru chez Lafon. Exactement. Avant l'affaire, je n'avais aucune opinion sur l'euthanasie, le suicide assisté ou tout ce qui concernait la fin de vie. C'est vous, François Lambert, qui écrivez cette phrase dans votre livre paru en 2020, après la mort de votre oncle, Vincent Lambert. Vincent Lambert qui a alimenté pendant presque 10 ans le débat sur la fin de vie. Qu'est-ce qui a changé, suite et fin ? Qu'est-ce qui a changé à la suite de ça ? 6 ans de procédure, on a le temps de changer d'avis. En fait, moi, quand je dis ça, c'est surtout pour dire que c'est un débat qui ne me touchait absolument pas, que j'avais cette croyance que la médecine, en fait, pouvait vous maintenir en vie jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus, et qu'il n'y avait pas d'étape entre les deux où vous pourriez être dans un état qui pourrait justifier que vous mouriez plutôt que vous viviez parce que la vie était insupportable. Donc ce débat me passait complètement au-dessus, et c'était assez étrange même d'entendre ce débat parce que philosophiquement, à la base, on est tous de ce côté-là plutôt de dire que faut vivre plutôt que de mourir, et que ça semblait être un débat presque dérisoire. Il y a eu l'affaire Vincent Lambert, il y a eu déjà son état qui s'est dégradé petit à petit, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les ans, on avait un nouveau stade de renoncement, en fait, c'est-à-dire qu'on savait que là, ça n'allait pas avancer, que ça non plus, ça n'allait pas avancer, que ça s'était perdu définitivement, etc., etc. Avec un cerveau, pardonnez-moi l'expression, mais en bouillie, avec des souffrances physiques qui sont visibles à l'œil nu. Vous voyez que physiquement, c'était extrêmement douloureux. Et des médecins qui ont voulu arrêter ces traitements, et 6 ans de bataille judiciaire. Et on se rappelle à ce moment-là tout ce qu'on avait lu sur les débats qui nous semblaient dérisoires à l'époque, mais qui l'étaient beaucoup moins. On se rappelle aussi que Vincent nous disait que sa hantise c'était de finir comme un légume. À l'époque, c'est pareil, on voyait pas très bien l'intérêt de dire ça quand il était en pleine santé, et puis là, on s'en rappelle aussi. Et tout ça fait qu'effectivement, on a des opinions qui sont de plus en plus fondées, qui sont de plus en plus fortes, et qui s'adaptent aussi à l'affaire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui s'est passé
fait qu'à chaque fois, on se dit là, ça va pas, là, il manque un truc, là, il manque quelque chose, là, il faut perfectionner les choses, etc. Et donc, ça fait forcément, ça construit des opinions et ça construit un point de vue sur le sujet. Bon, vous avez tous les trois construit une opinion qui est un peu différente. Véronique Fournier, dans un entretien donné au Monde, vous dites accompagner le patient dans la fin de sa vie en lui permettant d'obtenir ce qui est capital pour lui. Voilà ce qui importe. La société ne doit pas juger ce choix. La tolérance est un sujet qui est très important pour moi. Il me semble qu'on est dans une société qui est de plus en plus multiculturelle, multicommunautaire, pourrait-on dire aussi, et que c'est important de respecter son voisin si on veut qu'il vous respecte, et lui accorder de l'importance à ce qu'il dit au moment où il souhaite mourir, et essayer de construire avec lui la mort qui est la plus proche de ce qui est capital pour lui, me paraît une démarche démocratique importante. Professeur, avant de vous passer la parole, je la passe à Pignoufou qui nous pose une question. J'aimerais commencer par poser une question à nos invités. On va y répondre après, parce que vous avez, je pense, quelque chose à dire, professeur, juste avant. Je comprends tout à fait la douleur et la volonté d'y mettre fin d'une façon ou d'une autre, mais comment avoir confiance dans un État qui délivrerait des permis de tuer, que ce soit directement ou moins indirectement, en donnant le droit de distribuer la substance létale et le matériel aux futurs morts pour qu'ils soient administrés. Délivrer un permis de donner la mort me semble philosophiquement problématique. Professeur, vous parlez surtout d'éthique dans votre livre, donc soigner par la mort est-il encore un soin? Et vous posez cette question donc avec un point d'interrogation, c'est une question. Vous parlez notamment d'éthique au trébuchet. D'abord, merci de l'invitation et je ne m'exprime pas comme professeur, ça n'a pas beaucoup de signification de dire qu'on est professeur. Dans votre introduction, au chapeau, vous parlez du doute. Je pense que si on n'est pas en capacité de douter, pas uniquement de douter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, mais aussi de douter peut-être de la loi qui est présentée en ce moment au Conseil des ministres, on n'est pas dans une société démocratique. Je pense que la pluralité des points de vue qui s'étoffent, qui s'amplifient au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que la situation de M. Vincent Lambert a été pour beaucoup d'entre nous une manière aussi d'évoluer dans nos points de vue. Donc il n'y a pas de l'éthique en soi. Et je dirais que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on convoque tellement l'éthique sur des questions maintenant qui sont purement politiques. Et donc, le Comité consultatif national d'éthique s'est exprimé le 13 septembre 2022 en faveur d'une évolution de la législation. Immédiatement, le président de la République, sur la base, disons, d'éthique, a dit on va aller plus loin et on va créer les conditions d'une concertation avec la Convention citoyenne. Donc, je pense que l'éthique, mettons-la de côté. Mais s'il y avait à répondre d'un point de vue fondamental, et je pense que le côté fondamental de l'éthique n'est pas requis aujourd'hui dans un contexte de haute sensibilité et de vulnérabilité, l'éthique médicale, par tradition, était plutôt opposée à confondre l'acte de soigner avec l'acte, disons, d'abréger une existence, pour pas dire de tuer. Alors qu'il y ait une évolution, puisqu'il va y avoir une évolution, en ce qui me concerne, c'est l'accompagner le mieux possible et sans être sur le promontoire d'une idéologie qui serait assimilée à l'éthique. La vraie question, c'est en pratique sur le terrain, dans les EHPAD, dans des établissements qui sont des établissements hospitaliers en situation de grande fragilité, comment on va intégrer cette nouvelle demande, ce nouveau droit, encore une fois, qui ne relève pas pour moi aujourd'hui de l'éthique, qui relève de l'intime, du privé. D'ailleurs, on peut s'interroger sur la nécessité d'avoir légiféré sur des situations aussi complexes. C'est la question que j'allais vous Tout ça poser. pour dire que, il faut bien que la loi s'en pour saisisse. résumer par rapport à cette première intervention, je suis dans une démocratie, un état de droit, et demain, il faudra voir en pratique comment, dans des établissements confrontés à des situations délicates, avec des professionnels qui ont de moins en moins le temps pour vraiment aller au fond de questions. Véronique Fournier a développé la démarche d'éthique clinique qui demande de la compétence, du temps. Donc, face à des situations aussi complexes, est-ce qu'on est équipé aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens d'être à la hauteur de nos engagements? C'est donc pour vous dire que je n'ai pas une opinion personnelle, et d'ailleurs, si j'en avais une, je serais probablement très surpris d'en évoluer si j'étais confronté à des souffrances à titre personnel ou pour un proche. C'est bien l'objet de votre présence ici, Véronique Fournier. Alors, j'en reviendrai volontiers sur le bouquin que je viens de publier, « Cette vieille dame et la mort ». Pourquoi ce sujet? Parce que dans mon expérience, et au centre d'éthique clinique, et au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, il me semble que c'est un angle mort de la réflexion aujourd'hui sur l'accompagnement de la fin de vie. La mort au bout de la très grande vieillesse est vraiment quelque chose qui est compliqué aujourd'hui. Et comme le disait Emmanuel à l'instant, parfois beaucoup de ces gens sont en EHPAD, dans des établissements qui les prennent en charge et qui sont pris dans une injonction contradictoire.
comment en même temps s'en occuper bien et leur insuffler une envie de vivre au quotidien, et en même temps, éventuellement, aller à l'écoute d'un besoin de s'exprimer, disant que la vie devient impossible ou vidée de son sens au bout d'un certain moment, quand la vieillesse est là, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus marcher, qu'on ne dépend complètement des autres pour tous les éléments de la vie quotidienne, que l'on a du mal à communiquer, que l'on est seul, même si on est en EHPAD, avec sa souffrance existentielle, qu'on a l'impression de ne plus être membre actif de la société, même si celle-ci fait tout ce qu'elle peut pour que ce soit différent. Et très souvent, ces vieilles personnes, eh bien, on considère qu'elles n'ont plus rien à dire, qu'elles sont hétéronomes. On n'accorde plus d'importance à ce qu'elles expriment. Et on les considère comme non compétentes. Dans mon expérience à moi, ce n'est pas vrai. Même quand elles sont au bout du bout, elles ont en général des choses à dire et des choses à faire valoir. Et c'est cela que j'ai essayé de raconter. Et comment chacune demande une chose différente qui, pour elle, permettrait de continuer de se respecter en tant que personne dans la continuité de ce qu'elle a été. Et je pense que c'est un peu dommage qu'au moment où on débatte sur le nouveau projet de loi, cette parole-là ou cette situation-là ne soit absolument pas prise en compte par le législateur. François Lambert, je vous passe la parole dans une seconde, mais peut-être pour revenir, pour qu'on sache de quoi on parle, tout le monde n'a pas lu votre livre, Véronique Fournier, donc c'est Cette vieille dame et la mort, vous avez rencontré, donc, alors peut-être davantage, en tout cas vous avez sélectionné 7 histoires, qu'est-ce que cette personne vous raconte ? Alors, 7, c'est un chiffre biblique, je dirais, pour moi, c'est-à-dire c'est un chiffre qui illustre beaucoup plus de choses que les 7 histoires en question. Je raconte que beaucoup de femmes sont venues me voir au cours de ma vie professionnelle, à la fois de cardiologue et d'éthique clinique, pour me demander de les accompagner à réfléchir à leur vieillesse et de les accompagner aussi à réfléchir à leur mort et éventuellement à l'organiser. C'est cela que je raconte. Et je raconte ces femmes qui toutes appartenaient à la génération des années 30, en fait. C'est-à-dire qui ont 90 ans aujourd'hui, un peu plus. Et voilà. Et donc je raconte ce qu'elles m'ont demandé, pourquoi elles me l'ont demandé, ce que j'ai essayé de comprendre à travers un dialogue approfondi avec elles, et quelle a été leur vie, parce que pour comprendre ce qu'elles me disaient, j'avais besoin de comprendre quelle avait été leur vie. Donc, comment elles avaient vécu tout le siècle de l'émancipation féminine, comment elles avaient vécu leur relation avec leur mari, leurs enfants, leur travail, si jamais elles en avaient eu un, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Et pourquoi, à un moment donné, elles considéraient que ça allait bien comme ça, que ça n'avait plus de sens, et que ce qu'elles voulaient, c'était quitter la vie à laquelle elles étaient désormais condamnées. C'est cela que j'ai raconté. Et en même temps, j'ai essayé de me poser la question de savoir pourquoi que des femmes au cours de ce travail. Et cette interrogation est pour moi entière. Je n'ai pas je vous pose la question alors. de travail scientifique et de démonstration scientifique pour expliquer ça. Eh bien, je pense que c'est parce qu'elles ont un positionnement vis-à-vis de ce qui est vital, un peu différent des hommes. Et ce qui les conduit dans la vie, et ce qui fait qu'elles sont autonomes au sens plein du terme, n'est pas exactement la même chose que pour les hommes. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est uniquement une constatation. Et il me semble que ça mérite d'être réfléchi et que peut-être c'est une voie qui va nous indiquer que le très grand vieillissement va probablement nous poser des questions assez particulières dans les années qui viennent, notamment sur qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est qu'un homo vitae. Et un homo vitae, pour moi, un homme vivant, ce n'est pas forcément uniquement un homo biologicae. Et voilà, la limite entre les deux est un peu particulière. Pour travailler dans les EHPAD, j'observe que d'abord le vieillissement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y a un vieillissement en bonne santé, et c'est tant mieux. Il y a des gens qui restent très autonomes. Parmi les personnes très âgées qui ont des responsabilités pour leur famille dans le milieu associatif, la vraie question, c'est pas, et c'est là le débat, c'est pas le vieillissement ou la vieillesse. C'est à un moment donné une situation de dépendance qui n'est plus compatible avec ce que la personne souhaite faire d'elle-même.
Et donc, il y a des personnes qui sont autonomes. Malheureusement, dans les EHPAD, 80% quasiment des personnes qui sont en EHPAD sont atteintes de maladies neurocognitives, ce qui va poser des questions pour le législateur, des maladies d'Alzheimer. La vraie question, et je termine sur ce point, et c'est là où je trouve le livre de Véronique intéressant, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit uniquement dans la théorie et qu'on ramène la réalité à des questions immédiates que les personnes se posent. Et dans tes itinéraires de vie, c'est comme des itinéraires toujours particuliers. Donc, comment du particulier, on peut prendre des dispositions générales. Et dans les EHPAD, il y a des personnes qui sont là aussi pour vivre l'expérience de leur vie. Voilà, donc ce qui serait dangereux aujourd'hui, et c'est un peu le danger d'une loi, c'est d'être normatif en disant on a des solutions. Et la première solution pour moi, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quand même l'accompagnement de la société. C'est ce que tu fais en mobilisant la société par rapport à des questions qu'on ne veut pas voir. Pourquoi il y a tellement de femmes? Parce qu'effectivement, le vieillissement concerne davantage de femmes que d'hommes. Et on voit, d'un point de vue démographique, qu'il y a plus de femmes. Voilà, donc je voulais juste dire que moi j'ai beaucoup apprécié le livre parce que c'est des histoires de vie, des histoires de conquête de vie. Et aller au bout de la conquête de vie, on a évoqué la loi Veil ces derniers temps. Pour certains, la libération en quelque sorte de la vie, la délivrance, peut être similaire au niveau philosophique pour une personne qui soit en fin de vie ou par rapport à la femme disposant de son corps. Alors, je suis aussi cofondatrice d'un bazar que nous avons créé il y a 2-3 ans qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Voilà. Et l'idée, c'est de dire, réfléchissons à notre vieillesse tous ensemble. La société va vieillir de plus en plus, les femmes, mais aussi les hommes. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'hommes qui commencent à devenir très âgés. Et c'est tant mieux, c'est un progrès de la médecine et un progrès de la société. Mais ça pose des questions. Et donc, justement, ce que nous voulons, c'est que tous les possibles soient ouverts pour que chacun puisse se saisir de ce qui lui convient le mieux. Et bien sûr, les situations de grande dépendance sont problématiques et il y a plein de vieillissements qui se passent sans accès à la grande dépendance. Dans le chat, il y a déjà plein de questions. C'est un débat qui vraisemblablement a attiré beaucoup de monde, mais ça tombe bien. C'est qu'on a bien fait de le tenir ici et aujourd'hui. Je vais pas poser toutes vos questions là immédiatement parce qu'il y en a une quinzaine. Sachez simplement que je crois que les réponses vont arriver au fur et à mesure. Cal qui nous dit après, pour moi, mon sentiment, c'est que la fin de vie est quelque chose qui regarde uniquement la personne et personne n'a le droit de choisir à notre place. Donc, selon moi, il faudrait autoriser l'aide active à mourir afin que chacun puisse avoir le choix. Ça n'oblige personne. Pinoufou qui nous dit il est temps d'interdire l'appellation nationale dans les trucs qui sont non étatiques. Bon, oui, pourquoi pas. Cal qui nous dit je sais que l'hôpital, parce que pour revenir sur tout ce débat qui a animé le chat aussi en même temps qu'il nous a animé nous sur l'hôpital qui est en déshérence, qui dit mais l'hôpital est certes en déshérence, ce n'est pas une raison pour ne pas autoriser les gens à choisir leur fin. François Lambert, vous avez la parole. Merci. Non, juste pour répondre, parce qu'il y a plusieurs questions dont vous parlez. Il y en a d'autres qui vont arriver, hein, il y a plein de questions. Il y a un point commun, il me semble, c'est le fait de légiférer, l'État, et le fait de permettre à des gens individuellement. Et on ne peut pas, autoriser par principe ce qui se passait avant, c'est-à-dire dans l'opacité, des médecins qui poussaient l'aiguille à un moment ou à un autre, parfois sans prévenir personne, et qu'on appelle ça par définition quelque chose de compassionnel, puisqu'il n'y avait aucune loi qui le permettait. Le but, c'est quand même d'obtenir une certaine transparence, d'obtenir un certain cadre, et pour ça, il faut légiférer, on ne peut pas faire autrement. Donc, par définition, on doit passer par l'État, mais après, ce n'est pas l'État qui garde la main dessus. Le truc, c'est que l'État vote une loi, le pouvoir législatif vote une loi, elle est mise en application, il y a des décrets qui sont publiés, et ensuite, ça tombe dans le domaine public, c'est-à-dire que les gens s'en saisissent, et les gens demandent ou pas. Et c'est ça qui permet la liberté individuelle. Vous ne pourrez pas avoir de liberté individuelle sans que l'État s'en mêle à un moment. Là, ce qui a été fait, qui me semble, moi, être très bien, c'est que justement, on a un président de la République qui a, me semble-t-il, changé d'opinion. Il est parti de là où on part tous, c'est-à-dire la vie en premier. Il a évolué sur le sujet parce que probablement que des gens lui en ont parlé. Il a probablement connu des cas aussi. Il a ensuite demandé une convention citoyenne, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas basé sur des lobbies, parce qu'il y a beaucoup de lobbies aussi dans le monde de la fin de vie. Vous avez les pro-vie, vous avez aussi certaines associations qui prônent une liberté totale. Et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose, alors qu'il y a une position dans la population qui est plutôt majoritaire à cet endroit-là. Il a fait une convention citoyenne, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui s'en sont saisis, qui ont rendu un rapport. Il s'est saisi de cette convention citoyenne pour faire une loi qui, me semble-t-il, est assez proche des conclusions de la convention citoyenne. Ensuite, aux députés de voter cette loi. Et ensuite, aux autres de l'appliquer, que la loi tombe dans le domaine public et que les députés ne s'en occupent plus, que l'État ne s'en occupe plus. Le but, c'est ça.
Je m'adresse à l'avocat, cher maître. Vous parlez des libertés individuelles. Le garant des libertés individuelles, c'est le juge judiciaire, il me semble. Oui, absolument. Il intervient dans ce cadre-là? J'espère, moi personnellement j'espère. C'est-à-dire que dans l'affaire Vincent Lambert, si à un moment ou un autre le patient avait des droits et où c'était pas purement le médecin qui décidait quand il voulait ce qu'il voulait, l'affaire aurait duré moins longtemps et le patient aurait eu effectivement des droits. Les libertés individuelles, effectivement, c'est le juge judiciaire. Ça peut aussi être le juge administratif dans l'espèce parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux publics, évidemment, qui seront aussi concernés. Là où il y a des poches de résistance qu'on connaît déjà, ce sont les soins palliatifs dans les cliniques privées. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez beaucoup plus de gens, de médecins, de soignants qui sont à tendance profit, pour dire simplement, que dans l'hôpital public. Et donc le juge judiciaire, effectivement, il doit pouvoir être là pour faire appliquer la loi. Et encore une fois, ce ne sera pas au nom de l'État. Le juge judiciaire est indépendant de l'État. Et il sera saisi par des gens qui seront, eux, en demande. C'est-à-dire que la personne demande. Si vous ne faites pas ça, vous aurez effectivement une loi qui ne pourra pas être appliquée parce qu'à l'inverse de l'avortement où vous pouvez aller d'un médecin à un autre pour demander à trouver un médecin qui sera d'accord avec sa clause de conscience pour pratiquer l'avortement, si vous êtes en fin de vie, si vous êtes très malade, vous n'avez pas le choix du service dans lequel on vous met, vous n'avez pas le choix du médecin non plus qui s'occupe de vous. Donc si vous n'avez pas de recours possible, ça va être une loi qui va dire dans l'absolu, vous auriez droit, mais ça dépendra du médecin sur lequel vous tomberez. Donc si vous voulez une loi qui s'applique à tout le monde et effectivement qui permettent de vous donner des droits, il faudra nécessairement que le judiciaire s'en occupe, de mon point de vue. Emmanuel, vous vouliez intervenir, il me semble. Je vais juste préciser par rapport à la belle intervention de François Lambert que les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie ont encore des euthanasies clandestines. C'est pas parce que... Non, non. Donc c'est pas parce qu'il y aura une législation qu'il n'y aura pas d'euthanasie clandestine. Et vous regardez dans les pays comme au Benelux 2021-2022, on a des études maintenant précises qui sont faites même par les associations et les structures surtout de contrôle, hein, puisque chacun des pays a mis en place une commission de contrôle. On voit qu'il y a des sous-déclarations et puis qu'il y a des déclarations, qu'il y a des euthanasies clandestines, notamment aux Pays-Bas où beaucoup de fins de vie ont lieu au domicile. Donc ça, c'était juste pour enlever l'idée que parce qu'on aura une législation. C'était pas une idée, non, mais c'est ce que vous avez dit au départ dans non, votre... j'ai dit que justement on ne pouvait pas laisser ça et que... Non, mais j'ai bien compris. C'est une solution aussi pour lutter contre. C'est-à-dire que quand il n'y a aucune loi, vous pouvez être que compassionnel par définition à l'égard de ces médecins-là. Je n'étais pas en train de mettre en cause ce que vous dites. Non, je vous explique juste ma position. Le deuxième point important par rapport à ce que vous dites, il va y avoir, et on va voir de quelle manière ça va se mettre en place après le Parlement qui va intervenir, il y a une décision collégiale ou pas collégiale, hein, il y aura peut-être un médecin qui décidera in fine, et beaucoup de personnes pensaient que c'était plutôt le rôle d'un magistrat. Voilà. Et donc, si on va au fond des choses, moi, ce que je trouve assez inquiétant, c'est qu'on médicalise cette question. Et les premiers qui ont été les activistes dans ce domaine, et je leur rends hommage, c'est les gens de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, fin des années 70. Ils ont dit les médecins se sont appropriés et notre vie et notre mort, et au niveau de nos valeurs personnelles, on veut maîtriser les conditions de notre mort. Alors ça, c'est, disons, une certaine représentation de ce qu'est le suicide. L'ambivalence du projet de loi, c'est qu'on est à la fois dans un suicide assisté qui peut être en certaines circonstances sous forme d'euthanasie. Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas donner l'autorité aux médecins, puisque c'était exactement ce qui avait été reproché au pouvoir médical, qui dans les années 70 posait le cocktail d'éthique sans même, à l'insu de la personne, sans même la prévenir. Donc, il me semble qu'il y a dans la réflexion actuelle à se dire, est-ce que c'est vraiment la responsabilité du médecin ou l'autorité du médecin qui va décider d'évaluer si la personne souffre ou ne souffre pas? Est-ce que c'est le rôle du médecin? Est-ce que c'est un acte médical que d'aider la personne à mourir? C'est des questions qu'on doit poser. Que des médecins le considèrent comme effectivement leur responsabilité parce qu'ils ont été auprès d'une personne pendant des années, c'est un fait que je ne conteste pas. Mais dans la loi, je pense qu'il faut être précis. Et c'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté, puisqu'on dit « aide à mourir ». En fin de compte, c'est aide médicale à mourir. Le débat, c'est sur la déontologie médicale, et on le voit avec la clause de conscience, tous les problèmes. Donc je termine par rapport à ce que vous avez dit, vous qui êtes juriste. Je pense qu'il n'aurait pas été sans intérêt de se dire, est-ce que c'est pas un magistrat? Non. Je me permets, chacun peut avoir son opinion. Et vous pouvez quand même le laisser terminer jusque sur ce point. Vous avez encore 30 minutes pour vous engueuler. Non, non, mais c'est pas une engueulade, c'est juste pour être précis. À force d'approximation, on arrive. Et à l'Académie nationale de médecine, où finalement il y a eu un vote en faveur d'une évolution de la loi, notamment sur la question du suicide, ça a été posé notamment par Jean-François Mattei, qui disait effectivement, est-ce que c'est une question qu'on peut se poser et qu'on pourra poser, j'espère, dans les semaines qui viennent, quand les parlementaires en débattront. Est-ce que c'est vraiment l'autorité du médecin et pas collégiale? C'est l'autorité d'un médecin, en tous les cas dans la version actuelle, qui pourra prendre la décision du oui ou du non. Voilà. Alors je suis médecin.
Peut-être que je peux dire... Pardon, vous avez coupé la chic à François je suis Lambert, désolée. Véronique Fournier. Non, Parce que je regardais Emmanuel. donc- non, moi, ma position, c'est pas celle-là. C'est-à-dire que le magistrat, il est là quand on respecte pas vos droits. Il n'est pas là pour vous donner des droits. Donc vous faites appel à lui quand on respecte pas vos droits. C'est quand même bien que ça reste au maximum en dehors des prétoires. Ensuite, la deuxième chose, c'est que de deux choses l'une, soit vous n'avez aucune limite à la loi, c'est-à-dire que chacun décide, même s'il n'y a pas de conditions médicales, soit vous mettez des limites. Et quand vous mettez des limites, par définition, vous aurez du médical dedans. Mais le rôle du médecin, c'est pas de dire oui ou non, c'est de constater un état médical, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des limites, l'état médical, c'est celui-là. Évidemment, ça va être très compliqué de le décrire. Ce sera décrit dans une loi, il faudra beaucoup de cas différents pour qu'on arrive à dessiner une sorte de frontière. Ça ne pourra pas se faire dans la loi, ça se fera dans la pratique, justement. Et c'est en ça que ça va devenir quelque chose qui relève du domaine public. Et à partir de là, le médecin ne décide pas, en fait, c'est le patient qui décide. Pinoufou nous dit on n'a franchement pas envie de s'engueuler, surtout avec M. Lambert, dont on comprend la peine, la douleur et la position. Véronique Fournier, pardon, c'est moi qui vous ai coupé. Alors, je pense qu'il y a deux positions différentes. Il y a la position de la décision, et puis il y a la position de l'accompagnement. Et je pense, moi, qu'il faut que l'acte soit médicalisé, parce que il peut, comme le disait Catherine Vautrin il y a quelques jours, ne pas marcher du premier coup. La question, c'est comment il peut l'être autrement. Qu'il y ait un médecin qui fasse, qui soit acteur et qui soit l'accompagnant. Un médecin ou une infirmière exercée pour cela, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me semble absolument indispensable qu'il s'agisse d'un acte soignant pour éviter toute souffrance supplémentaire et pour éviter que ça se passe mal. Ce qui peut se passer quand malheureusement, on le sait. En Suisse, ça se passe parfois mal. Aux États-Unis, il y a eu des exemples comme cela. Donc pour moi, ça appartient à la responsabilité de l'État que si on légifère sur une aide à mourir, cette aide à mourir se passe bien et qu'il n'y ait pas de drame. Et donc pour cela, il faut que l'État mette en place des médecins et des soignants qui garantissent la procédure sur le plan de la qualité et de la sécurité pour le patient et pour son entourage. Parce que si ça se passe mal pour le patient, et c'est ça qu'il faut se rappeler, si la mort se passe mal pour quelqu'un, sa famille le paye ensuite, ses proches, pendant des années. Et ça aussi, c'est une responsabilité de l'État. Donc pour moi, ça fait partie du métier. Alors après, tout le monde n'a pas envie, forcément, d'exercer son métier avec cette responsabilité-là. Et la clause de conscience est là pour cela. Mais pour moi, si quelqu'un doit faire, et si quelqu'un doit être là pour assumer que ça se passe bien, alors cette personne, elle doit être convaincue de la demande. Et elle doit avoir discuté avec le patient, la personne concernée, ou la personne qui le représente, si la personne ne peut plus s'exprimer pour elle-même, pour être convaincue que c'est la moins pire des choses qu'on puisse faire pour lui et peut-être une délivrance telle qu'il la demande. C'est pour ça que, pour moi, le médecin est plus dans un rôle de consentir à la demande du patient que de décider. C'est pas lui qui décide. Comme le dit parfaitement François Lambert, c'est la personne demandeuse. C'est le demandeur qui décide. Le médecin, lui, il doit consentir à la demande qu'on lui fait et pour cela, il doit être convaincu par la personne qui lui demande. Et pour être convaincu, c'est bien qu'il ait d'autres avis, de gens qui peut-être connaissent cette personne depuis plus longtemps, qui l'accompagnent, qui sont là au quotidien, comme une aide à domicile, par exemple, ou comme sa personne de confiance, la personne dont elle est le plus proche, etc. Mais voilà, le rôle du soignant, il n'est pas de décider. Le rôle du médecin ne doit pas être de décider. Ce n'est pas lui qui décide. En revanche, s'il doit être d'accompagner, alors il faut qu'il soit convaincu. Et l'autre chose que je voudrais juste signaler là-dessus, c'est pour moi le défaut d'opposition entre la filière soins palliatifs et la filière aide à mourir. Je ne comprends pas ça. C'est une très bonne idée d'avoir changé les termes et de dire accompagnement, soins d'accompagnement, qui ne sont plus des soins palliatifs. Les soins d'accompagnement, pour moi, ils sont des soins d'accompagnement à la vie et à ce qu'elle se passe de la meilleure façon possible jusqu'au bout, et des soins éventuellement qui accompagnent à mourir. Les soins palliatifs font partie de cette disposition-là, comme l'aide à mourir fait partie de cette disposition-là. Ce que je crains, moi, aujourd'hui, dans le projet du gouvernement tel qu'il est présenté par la ministre, c'est cette opposition entre deux filières. Il y aura les soins palliatifs, et si les gens ne veulent pas les soins palliatifs, on fera l'aide à mourir. Mais pour moi, c'est la même chose.
on a des soins palliatifs, on peut avoir besoin de soins palliatifs, et ensuite, à un moment extrême, d'avoir quand même besoin de l'aide à mourir. Ça me paraît vraiment contre-productif pour le patient, pour la population, pour les personnes, d'opposer ces deux filières. Malheureusement, on n'arrive pas à faire passer ce message en France, et je ne comprends pas bien pourquoi. Je pense en fait que c'est une position politique qu'a Catherine Vautrin, je pense. Je ne suis pas dans son esprit. Mais les soins palliatifs ont été construits en opposition à l'euthanasie. Et par définition, quand vous avez quelque chose qui est construit pendant des années, des années, des années contre quelque chose, vous ne pourrez pas du jour au lendemain faire pénétrer une aide à mourir là-dedans en disant ça fait partie de la même chose. Ça peut pas être... Pour que la greffe prenne, justement, vous faites une loi. On sait très bien qu'elle s'appliquera beaucoup dans les soins palliatifs, puisqu'il y aura beaucoup de gens qui seront concernés dans les soins palliatifs. Ce sera principalement ces gens-là qui sont concernés, souvent. C'est sûr qu'eux, ils ne feront pas l'aide à mourir. Hein. Non, eux, ils ne la feront pas. Mais de fait, ils auront des patients qui partiront comme ça. Et ils auront des proches qui leur diront on est content que notre proche soit parti et on est content que pour lui parce qu'il est parti dans de bonnes conditions, etc., etc. Et petit à petit, le but, je pense que ça va être de faire infuser pour que justement les soins palliatifs évoluent aussi. Mais pour l'instant, c'est, à mon avis, purement politique. C'est-à-dire que politiquement, vous ne pouvez pas imposer ça dans des services qui se sont construits en opposition à ça. Emmanuel Hirsch. D'abord, par rapport à ce que dit Véronique, je crois que la question de la décision, elle est plus complexe qu'on le pense. Moi qui connais bien la médecine, le premier cas de référence, c'est la réanimation, avec les limitations et l'arrêt des thérapeutiques, qui ont d'ailleurs donné finalement l'occasion à Leonetti de faire sa loi du 22 avril, qui était plus sur la limitation à arrêt de traitement. Ce dont il s'agit, c'est d'une limitation ou d'arrêt de traitement dans un cadre médical, c'est le médecin effectivement qui intervient, à la suite d'une décision collégiale, et dans tous les textes, on parle d'une décision. Donc on ne va pas discuter sur le mot décision, mais en tous les cas, pour moi, c'est une décision, puisque c'est en conscience et en responsabilité que le médecin se prononcera. Et il peut être plus ou moins acteur, notamment pour la question de l'euthanasie. Mais sur le point important que vous évoquiez il y a un instant, je pense que la démarche d'accompagnement, et c'est une ambivalence dans la loi, elle est pas d'une même finalité quand on est du côté des soins palliatifs et du côté de l'euthanasie ou de l'aide à mourir. Et c'est mal connaître l'histoire des soins palliatifs. Il se fait, c'est malheureux que je la connais depuis le début, l'histoire des soins palliatifs, que de penser qu'ils étaient qu'opposés à l'euthanasie. Ils proposaient un projet, un parcours auprès de personnes en soins de vie qui maintenait la relation jusqu'au bout. Alors effectivement, ils se sont trouvés en antagonisme, notamment avec l'association pour le droit de moralité. On ne peut pas réduire la position ou l'éthique des soins palliatifs à leur opposition à l'euthanasie, d'autant plus qu'ils sont plus que d'autres confrontés à des demandes d'euthanasie qu'on ne le pense. Parce que beaucoup de personnes, quand elles arrivent dans une unité de soins palliatifs, je pourrais vous donner des exemples, viennent en se disant « vous allez me libérer de la vie, vous allez me libérer d'abord de la souffrance, et c'est mon libre choix ». Et en fin de compte, donc, je ne veux pas être dans la dogmatique, mais je n'opposerai pas soins palliatifs à euthanasie, mais j'aimerais que ce soit clair dans la loi. Vous voyez, toutes les législations qui nous ont précédés, puisqu'on nous dit, on a eu d'autres législations, disent clairement quand le mot suicide est employé, quand le mot euthanasie. Je ne vois pas pourquoi on met sous le tapis en disant c'est l'aide à mourir ou l'aide dans la mort. Et un dernier point du dernier point, c'est pas la question de la mort qui est la plus compliquée, et c'est bien évoqué aussi dans ton livre, c'est la question du mourir, du long ou lent mourir, du mourir qui désocialise, qui précarise, qui vulnérabilise. Tout ça pour dire qu'on doit avoir aujourd'hui une interrogation profonde sur quelles sont nos solidarités vis-à-vis des personnes dans le handicap. Comme le dit des petits frères des pauvres, 580 000 personnes vivent seules dans la vieillesse. Donc il faut aussi avoir cette approche. Qu'est-ce qu'on a fait de la loi vieillesse? On n'en a rien fait. Et c'est là où il y a aussi une interrogation. Est-ce que c'était vraiment la priorité dans le contexte où le système hospitalier s'effondre? Est-ce que c'était la priorité dans un contexte où notre démocratie est vulnérabilisée de tous les côtés que de rajouter peut-être un espoir, mais aussi beaucoup de vulnérabilité, notamment, et vous regarderez l'étude que la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs vient de faire sur l'impact que sera sur la vie des équipes. C'est-à-dire, il pourrait y avoir des dilemmes dans les équipes, en ceux qui sont pour ou qui sont contre. Donc, je pense, et c'est là où Véronique est plus à même que moi de le dire, tu as été porteuse de la loi du 4 mars 2002, droit des malades, qualité du système de santé, quand tu étais au cabinet de Bernard Kouchner. Donc, pour toi, le fondamental, c'est l'autonomie de la personne, sa capacité d'être actrice ou coacteur en partenariat éventuellement. Et donc moi j'interrogerai le Parlement demain quand il va se prononcer sur ce texte sur est-ce qu'on va respecter l'autonomie de la personne et est-ce qu'on respectera aussi, et je termine sur ce point, les personnes qui ne sont plus en capacité d'autonomie. Et il y aura un problème de justice
pour les personnes effectivement qui auront rédigé des directives anticipées mais qui ne seront plus en capacité de les valider. Quand on rentre dans le dur, on voit qu'on rentre dans le complexe. Et est-ce qu'on aura des critères de minutie suffisamment stricts, sachant a priori que par nature, tous ceux qui avaient fixé des critères de minutie et d'encadrement ont lâché progressivement. Le dernier exemple est intéressant, c'est dans les Pays-Bas l'année dernière. Maintenant, une personne de 1 à 12 ans peut bénéficier d'euthanasie. Oui, en fait, on a un débat qui, à mon sens, ne concerne pas en fait la nouvelle loi. Les personnes seules en vieillesse, en fin de vie, qui sont chez elles et qui sont isolées, elles n'auront pas le droit à l'euthanasie. Ou à l'aide à mourir, comme on veut. Il faut qu'elles soient frappées d'une maladie qui engendre des souffrances et qui les condamne à moyen ou court terme. Le terme moyen terme, c'est pareil, il sera défini par les cas petit à petit. Mais philosophiquement, les soins palliatifs, c'est pas juste une opposition à la fin de vie, mais c'est un projet qui s'est construit malgré tout contre l'aide à mourir. Emmanuel, je dis, il faut pas séparer, il faut pas opposer les deux, mais il nous explique aussi que le projet de soins palliatifs, c'était un autre projet. Et il nous explique que l'accompagnement, vous avez l'accompagnement des gens en fin de vie et vous avez l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est évidemment pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire que quelqu'un est accompagné jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Donc il n'y a pas une frontière comme ça entre les deux. C'est pas quelqu'un qui arrive et devant les soins palliatifs, vous faites une espèce de tri comme ça en disant est-ce que vous voulez l'euthanasie ou est-ce que vous voulez les soins palliatifs. C'est évidemment pas comme ça que ça peut marcher et c'est évidemment pas comme ça que ça marchera. Sur l'hôpital actuellement qui est effectivement peut-être pas en fin de vie, mais très mal doté, oui. C'est pareil, on ne peut pas attendre que l'hôpital aille bien, parce que c'était une des recommandations du Conseil consultatif national d'éthique, c'était de dire, la loi oui, mais une fois que l'hôpital ira mieux. Mais si vous voulez donner des droits aux gens, c'est un droit qui est quand même indépendant de la situation financière de l'hôpital. À partir du moment où c'est le patient qui le demande, c'est pareil, ce ne sera pas quelque chose qui pourra servir à aider financièrement les hôpitaux. Le but, c'est pas ça de toute façon, et donc il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous donniez des droits à des patients, voilà. Je vais dire que j'étais en accord avec ce que dit François Lambert. Là où il y a une tromperie de la part du gouvernement, c'est le plan soins palliatifs, le plan décennal, va aboutir en 2034 à ce qu'il y ait un accès universel, pour autant qu'on ait besoin d'un accès universel. Pour moi, je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'un accès universel, on a besoin d'une culture des soins palliatifs. On comprend aussi pourquoi le gouvernement fait ça, pour le coup, la doctrine du en même temps s'exprime parfaitement. C'est le papier de bonbon. Et si on avait été cohérent, on aurait dit, on attend effectivement, et encore une fois, pour moi, c'est pas la finalité qu'il y ait du soin palliatif partout. C'est pas, je suis pas un acharné du soin palliatif. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Mais par rapport à ce que dit François Lambert, une personne âgée qui éprouve une souffrance existentielle, je vois pas au nom, et c'est ça l'ambiguïté. Je parle pas des personnes atteintes de maladies mentales, mais il se fait que certains pays qui nous ont précédés dans ce domaine considèrent qu'une usure de vie, une lassitude d'existence, et ça renvoie finalement à ton ouvrage. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être en fin de vie parce que malade ou atteint d'une maladie pour éprouver qu'est-ce qu'on va faire de cette souffrance. Et cette souffrance, elle est aussi induite pour beaucoup par une forme de déchéance sociale, c'est-à-dire le sentiment déjà d'une euthanasie sociale. C'est ce que les gens disent. Donc je dis, il ne faut pas qu'on révoque cette question. On sera probablement confronté à des personnes qui se portent bien dans leur tête et qui considèrent qu'à un moment donné, ils ont fait de leur vie ce qu'ils voulaient faire et qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que, d'une manière assez rapide, je dirais qu'on n'a pas à négliger au niveau de l'autonomie. Le grand problème, c'est qu'entre le suicide, et je comprends tout ce que tu as dit sur le fait effectivement qu'il y a des suicides désastreux, y compris en Oregon, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas se suicider, y compris d'ailleurs en ce qui se passe en Suisse, où la personne qui est aux côtés de la personne, c'est pas d'ailleurs un médecin. Mais c'est un point à prendre en considération. C'est pas pour autant qu'on doive confondre le suicide, j'allais dire qu'on qualifiera de philosophique, puisque tout à l'heure vous avez parlé de philosophie, et puis un suicide par lassitude d'existence qui demande à la société ce dernier octroi, cette dernière compassion. Tout ça, je l'intègre. La vraie difficulté, je termine sur ce point, c'est comment l'intégrer à une loi et comment être certain que des personnes en situation de vulnérabilité auront eu l'environnement favorable pour prendre la décision la meilleure. Et c'est là où je trouve, par exemple, que dans la loi telle qu'elle nous est présentée, la consultation itérative, la possibilité de discuter en amont, c'est ce qu'on fait dans les EHPAD aujourd'hui, qu'on puisse avoir une parole sur ce qu'on souhaitera le moment venu, c'est important. C'est ce que nous avons proposé, nous, qu'il y ait des consultations de fin de vie qui soient ouvertes bien en amont
du moment où on peut demander véritablement l'application de l'aide à mourir, de façon à ce que les gens aient le temps de réfléchir, de se faire une idée, de savoir ce qu'ils veulent précisément et de quelles vont être les conséquences de leur choix. Leurs conséquences pour eux et puis pour leurs proches, une fois de plus. Moi, je suis frappée de cela, de combien c'est important pour les gens qui demandent de savoir quel effet ça va faire à leurs proches. Sur l'euthanasie sociale, pour travailler vraiment attentivement sur la vieillesse et aussi connaître bien les gens des petits frères des pauvres et toutes ces associations-là, je n'ai jamais vu des gens demander une aide à mourir parce qu'ils étaient très isolés. Jamais. C'est pour eux 2 tiroirs complètement différents. Et je pense qu'en plus de ça, les critères de la loi sont clairs. Il ne s'agit pas de demander une mort si je veux, quand je veux, comme on le faisait pour l'avortement. Il s'agit de dire, à un moment donné où la qualité de vie est complètement dégradée et où on ne peut plus rien faire tout seul, et où véritablement on souffre de cela terriblement, et ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que moi je connais plein de gens qui sont très dépendants et qui vivent parfaitement bien cette dépendance, ou qui en tout cas font avec, eh bien si véritablement c'est le souhait de la personne, dans son autonomie, y compris si elle est hétéronome, parce qu'on peut exprimer des choses très fortes même au fin fond de la dépendance, sans problème, eh bien je pense que ces gens-là doivent pouvoir avoir accès à condition qu'ils remplissent. Et l'autre chose que je voulais dire sur le débat que vous avez eu et qui me paraît très important, c'est bien sûr que c'est bien de faire un grand plan soins palliatifs. Mais ce qui est un peu inquiétant dans le discours de la ministre, c'est qu'on a l'impression qu'il faut d'abord le plan de soins palliatifs avant d'ouvrir véritablement l'opérationnalité du droit à l'aide à mourir. Non. Sinon, on va attendre 10 ans, même après la loi. Et en plus de ça, il n'est pas sûr qu'on n'y arrive jamais, parce qu'il n'est pas sûr qu'on arrive à avoir des soins palliatifs autant qu'on en voudrait partout. D'autant que, moi, peux vous dire, en tant qu'ancienne présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, que ça fait 20 ans qu'on a des plans soins palliatifs et qu'on essaye désespérément de faire tout ce que voudrait le plan. On a les sous pour le faire, mais on n'a pas les personnels pour faire ça. Et il n'y a pas forcément des gens suffisamment nombreux pour vouloir consacrer toute leur vie à l'accompagnement à mourir. C'est quand même une tâche qui n'est pas évidente. Et voilà, pourquoi la spécialiser à quelques personnes? Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que si on ouvre un droit à l'aide à mourir, il faut qu'on forme des gens aussi à cet accompagnement-là qui n'est pas exactement le même. Donc on a du boulot devant nous. Et si on ouvre ce droit à l'aide à mourir, il faut qu'il soit assumé par des gens qui ne sont pas contre. Et aujourd'hui, il y a pas mal de soignants qui sont contre. Donc, il y a un vrai travail d'acculturation, non seulement à la culture palliative, mais d'acculturation à la culture de l'aide et de l'accompagnement jusqu'au bout, y compris à mourir activement, s'il le faut. Et ça, c'est devant nous. Si on ouvre ce droit, il faut absolument qu'on l'ouvre avec des personnes, des personnels soignants qui soient favorables à ce droit. Dans le chat, on a Pignoufou encore. Salut Pignoufou. On te salue. Qui dit oui, mais certes, mais on fait quoi par exemple pour les gens placés sous tutelle renforcée, les incapables? Il y a Kyle qui nous dit oui, mais en fait, la question n'a rien à voir avec la vieillesse, elle a à voir avec la maladie. François Lambert. Oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, je suis bien placé pour le savoir. Vincent, il avait 32 ans au moment de son accident. Donc, c'était évidemment pas. Il y a eu une rupture entre quelqu'un qui était en parfaite santé et puis d'un coup, quelqu'un qui était un légume, pour reprendre son terme. Sur le... C'était quoi la question, pardon? C'était ça n'a pas à voir avec la vieillesse, mais ça a à voir avec la maladie et la question sur les incapables, sur le cas d'une personne qui soit sous tutelle renforcée, par exemple. Les incapables sont en dehors, ils sont placés en dehors. Après, vous avez plusieurs formes de tutelle. Vous avez la curatelle de quelqu'un qui peut prendre des décisions éventuellement, mais je crois que la loi de toute façon compte les exclure totalement. Il faut avoir, c'est il y a très peu pour l'instant de termes qui sont assez clairs sur ce qu'il va y avoir dans la loi. Ça pose question. Mais bien sûr, non, mais le fait que la personne, les pays étrangers, ils n'ont pas le droit. Ceux oui, qui sont bien sous sûr, tutelle. ça pose question. Mais je voulais juste terminer par rapport à ce que tu dis. D'abord vous François, je vous passe la parole après. Oui. Emmanuel. Non, ça pose question évidemment parce que quelqu'un qui aurait. Alors moi je pense que ça pose d'autres questions. En fait, il y a d'autres questions qui se posent. Il y a par exemple la maladie psychique dont on parle régulièrement, qui est exclue. Moi, à titre personnel, je trouve ça très bien qu'elle soit exclue. Mais il peut y avoir un impact sur quelqu'un qui est en fin de vie
et qui est dépressif, par exemple. Et le médecin qui peut se servir de cette excuse pour dire oui, mais c'est sa dépression qui parle et c'est pas sa volonté. Là, pour le coup, je pense que quelqu'un qui est dépressif, mais qui rentre dans les conditions de la loi, devrait pouvoir bénéficier de la loi. Sur les incapables, c'est vrai que c'est très problématique, puisque vous auriez quelqu'un qui pourrait souffrir énormément, qui serait en fin de vie aussi, et qui n'aurait pas droit. Mais puisqu'on parle d'une loi qui est quand même un aspect général, même si après elle est censée être, elle va être clarifiée par la pratique, à la base, vous pouvez pas dire que quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le simple fait d'avoir un chéquier parce que c'est pas possible pour lui, vous pouvez pas lui dire qu'il va pouvoir décider de sa vie ou de sa mort. Ça reste quelque chose de très compliqué, effectivement. Emmanuel Hersch. J'ai déjà rappelé que la première loi sur la fin de vie, c'est la loi du 9 juin 1999 sur les soins palliatifs. Et comme tu le disais, on voit que ça a permis de développer une dynamique d'une certaine manière, mais que probablement l'objectif, c'est pas d'avoir du soin palliatif partout. Parce que les gens, ce à quoi ils aspirent le plus, c'est déjà à vivre leur vie jusqu'au bout. Et c'est une manière peut-être aussi de vivre sa vie jusqu'au bout que de décider à un moment donné qu'on ne va pas plus loin. Donc déjà qu'on donne, en termes de justice, cette capacité, cette possibilité de reconnaître, par exemple, comme tu te dis, la citoyenneté à la personne âgée. Ça, c'est le point à prendre en considération par rapport à ces questions. Alors, le deuxième point que je voulais prendre en considération, c'est dans l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique, qui donc lance en quelque sorte, on a tout dans l'avis du CCNE sur ce qui va se passer, en tous les cas au niveau de la matrice. Il est parlé de la question de la justice. Et je me pose la question, est-ce que c'est juste que des personnes qui ont une faculté de discernement puissent aspirer à exprimer leurs droits, à être reconnus dans leurs droits? C'est là quelque chose qui manque dans la loi du 4 mars 2002, c'est-à-dire on aurait pu prendre davantage en considération ces situations de personnes qui peuvent évoluer dans une maladie qui effectivement les affectent et dans leur capacité cognitive, et puis des personnes effectivement qui sont des incapables mineurs ou majeurs. Même mineurs, je prends en considération. L'observation, puisqu'on nous parle de modèle à la française, ce modèle à la française, que veut le président de la République, il se situe quand même dans la continuité de d'autres modèles, que ce soit Belgique, Pays-Bas, Espagne aujourd'hui, Canada. Et tous ces pays, vos téléspectatrices et téléspectateurs pourront vu, ont élargi d'une manière, j'allais dire, pondéré, mais élargi, notamment en termes de critères de justice. Et c'est pas parce qu'une personne est atteinte d'une maladie incurable ou un stade avancé d'une maladie qu'il n'y a pas eu des prérequis. Vous regarderez sur Internet et vous avez même des analyses très fines qui sont faites en termes de documents. Je suis pas là pour faire dans la facilité en parlant des personnes sourdes ou des personnes qui, à la suite d'un attentat, n'étaient plus en capacité de survivre à l'émotion qu'ils avaient ressentie. Mais soyons attentifs au fait que je pense que ça doit être posé très très clairement dans la législation, parce qu'ils sont des citoyens aussi. Même la question de l'enfant, je pense que c'est une question qui se pose. Tout ça pour dire on ne doit pas avoir de tabou. C'est le président de la République qui a dit on ne doit pas avoir de tabou. Je pense qu'on ne doit pas avoir de tabou. Si on veut qu'il y ait une acceptabilité, il faudra que ce soit en termes vraiment de justice et qu'on comprenne pourquoi pour certaines personnes et pourquoi pour... Et puis un deuxième point qui est très important, et on voit quand on a eu le projet de loi qui était du 6 octobre, donc qui est un petit peu la prémisse de ce que le Conseil des ministres maintenant a décidé aujourd'hui. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir la difficulté des procédures qui sont présentées. La question de la protocolisation de la procédure. Alors, tout à l'heure, on disait c'est pas une décision médicale, mais il y aura quand même une procédurisation. Et c'est quelque chose qui est très... Voilà. Comment on va évaluer? Il y a donc tout un ensemble d'éléments qui... J'entendais Jean Leonetti qui dit être attentif au fond, c'est ensuite être attentif aussi à la forme. Et c'est là qu'on va avoir des débats intéressants. Il y aura cette loi. Cette loi, dès lors qu'elle sera votée par notre représentation nationale, ça sera la loi de notre pays. Les professionnels n'auront pas à avoir, de ce point de vue-là, une critique. Ils pourront effectivement refuser, mais en tous les cas, cette loi sera un déterminant. Et je pense, et je termine sur un point qui va vraiment dans le sens, j'ai fait une étude dans le cadre des EHPAD dont j'ai la responsabilité d'un point de vue éthique, et beaucoup de professionnels, ce qui m'a surpris, sont favorables à cette loi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je veux dire sur quel point. Ils ne sont pas à prendre de position sur l'euthanasie ou le suicide. Ils disent au moins on pourra en parler. Et ça m'a énormément frappé dans l'évolution, effectivement, le fait que ce soit un débat de société qu'on prolonge depuis quand même à peu près 20 ans. Des professionnels disent j'ai pas à prendre de position, mais maintenant je pourrais en parler, je pourrais parler de la fin de vie. Et c'est un non-dit
qui pourrait être favorable à une relation de confiance. C'est-à-dire, le fait de se détourner faisait que des gens étaient dans l'incertitude, et quand ils posaient « mais comment ça va se passer quand je vais mourir ?» Et on n'osait pas leur répondre. Donc, peut-être en termes de transparence, de loyauté, de vérité, sera un élément important à prendre en compte. Mais, et tu l'as dit tout à l'heure, Véronique, demain, quand on va avoir cette loi, il faudra qu'il y ait des procédures et des moyens pour que les professionnels, avec les familles, avec éventuellement les associations, d'une manière collégiale, bien sûr, au centre la personne malade, puissent en discuter pour pas qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose d'impromptu. Et c'est là où il y a quelque chose de difficile, parce que certaines situations, malheureusement, de fin de vie, c'est impromptu. Merci. C'est vrai que vous pouvez pas vous voir. Désolé. François Lambert. Oui, non, effectivement, sur le fait que ça puisse être légalisé, que ça puisse devenir un vrai dialogue, c'est quelque chose qui me semble essentiel, y compris dans les soins palliatifs. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens des soins palliatifs qui évoquent justement ces demandes et qui disent, le patient me demande, je lui dis non, il me redemande, je lui dis non, il me redemande, je lui dis non, et au bout de la 5e, 6e fois, il arrête de demander, et j'en conclus qu'il est passé à autre chose. Et on peut aussi en conclure qu'il s'est juste lassé de demander quelque chose et de parler à un mur, et qu'il savait qu'il n'avait pas ce droit. Et cette certitude qui est que le patient finalement ne voulait pas parce qu'il arrête de demander, elle pourrait aussi être bousculée par le fait que le patient peut y avoir droit. C'est-à-dire que s'il le demande, il doit savoir, lui, intérieurement, qu'il ne va pas le demander un truc, qu'il va pas demander quelque chose qui va être hypothétique avec quelqu'un qui va lui dire non, il va demander quelque chose qu'il peut obtenir. Et ça ouvrira un dialogue qui sera probablement différent et qui pourra être probablement plus constructif que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Véronique Fournier. Et respectueux de la personne qui demande. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Pour ces deux raisons-là, ce que vient d'exprimer François et ce que vient d'exprimer Emmanuel, moi je serais favorable à ce que l'euthanasie ne soit pas une exception, mais que justement on accompagne vraiment et qu'on puisse faire le geste pour la personne qui le demande, parce que je pense que pour beaucoup, c'est extrêmement difficile de faire le geste pour soi-même. Et il me semble que si on doit vraiment être dans la logique de la solidarité de la société vis-à-vis de ces personnes, eh bien, je vois vraiment pas la différence et de les laisser avec cette souffrance supplémentaire de faire pour soi, ou de les accompagner vraiment et d'aller jusqu'au bout de nos convictions qui sont dans la solidarité de l'accompagnement. Alors, pour moi, c'est juste... vous avez votre demande, parce que c'est important ce que vous voulez dire sur la question de la demande. D'abord, c'est mal connaître les soins palliatifs pour penser qu'ils sont des acharnés à la vie et qu'ils n'écoutent pas la demande. Et on peut aussi se dire que quelquefois, des demandes peuvent être satisfaites en termes de soins. C'est-à-dire... c'est ce qu'ils pensent. Non, mais c'est pas ce qu'ils pensent, mais pour certaines personnes... Non, mais vous n'êtes pas détenteur d'une vérité absolue sur les conditions de la mort en général. Allez dans les unités de soins palliatifs, il y a effectivement des gens qui ont une dogmatique, et je les conteste, mais il y en a qui sont dans l'écoute et qui peuvent aussi apporter un accompagnement à la personne qui la satisfait. Voilà. Maintenant, sur la question de la demande, et ça a à voir avec la loi, je pense que des gens vont s'autoriser à demander ce qu'ils ne demandaient pas, en sachant que d'autres pourront les écouter. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que on a vu dans le discours notamment de Claire Fourcade, la présidente de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, qui a beaucoup de finesse dans l'observation et qui n'est pas aussi caricaturale que vous laissez entendre. Elle a dit, nous, dans les soins palliatifs, le fait que la loi nous interdisait, nous protégeait d'une certaine manière de certains actes qu'on aurait été à un moment donné tentés, même si c'était transgressif, de faire, par compassion. C'est pas parce que vous êtes dans les soins palliatifs que vous avez un écran devant vous et que vous voyez pas la personne qui souffre et qu'il y a quelquefois comme seul interlocuteur ou interlocutrice le médecin ou le soignant dans l'équipe. Et donc je pense que c'est ça qui va être aussi nécessaire d'accompagner au niveau de l'impact sur les soins palliatifs. C'est-à-dire que la loi, c'est pas uniquement favorable ou pas, une dépénalisation ou pas. Ça va avoir un impact sur les soins palliatifs et ça peut renouveler aussi l'offre palliative. C'est-à-dire que cette intelligibilité doit être accompagnée pas uniquement en formation des gens qui pratiqueraient ou pas l'acte, en conscience, mais également dans la culture des soins palliatifs. Et ça, c'est l'élément, à mon avis, qui va être intéressant à accompagner, ce qui évitera d'avoir le sentiment de dogmatique. Et j'observe que dans certains pays qui nous ont précédés, vous avez des unités de soins palliatifs où alternativement, la personne bénéficie de soins palliatifs par les mêmes professionnels. Donc, je ne suis pas en dire que c'est le repère, mais tout ça pour dire la chose et de l'euthanasie alternativement. Donc il va falloir qu'on soit très clair sur toutes ces approches. On a quand même espéré que les soins palliatifs évolueraient avec la sédation profonde et continue, ça n'a pas été le cas. Hein. Juste sur le suicide assisté, enfin moi je suis philosophiquement, je pense que la personne qui fait la demande, c'est bien qu'elle puisse elle-même, si elle est capable de le faire, d'assumer sa demande jusqu'au bout, c'est-à-dire de... Si elle peut, bien sûr. Voilà, mais après, ça consiste... Enfin, il y a plusieurs sortes différentes de suicide assisté, mais ça
peut consister aussi à prendre une pilule et la boire. C'est pas non plus quelque chose de... Mais voilà, il y a un côté aussi pour le médecin qui est... Je lui donne un droit jusqu'au bout, c'est-à-dire que je lui fournis la pilule et après je ne fais plus rien, et c'est à lui de décider quand il le fait. Et la personne qui le demande va jusqu'au bout aussi, c'est-à-dire qu'elle décide, elle, que c'est ce moment-là qui choisit. C'est pas tout à fait ce que vous défendiez, Véronique. Nos Pourtant, amis, ça pose question quand même. Nos collègues belges et canadiens, chez lesquels les deux droits sont ouverts, disent que les gens choisissent à 95% l'euthanasie. Non, mais c'est évident que... Donc un acte provoqué par quelqu'un d'autre. Toutes les études qui ont été faites sur les pays qui avaient ces deux portes d'entrée ont dit qu'à un moment donné, c'est l'euthanasie qui est privilégiée. Je voulais juste... Je fais partie des 5%. Un complément à ce que dit François Lambert. Dans son livre, où il raconte la fin de vie de son oncle, avec une sédation profonde et continue pour éviter de dire que c'était une euthanasie, il parle du côté, j'allais dire, assez barbare, d'accord. Et je pense que, parce que tu as évoqué la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle est inacceptable d'un point de vue humanitaire et d'un point de vue éthique. C'est pour ça qu'on passe aussi à un autre cap. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de clarté et j'allais dire de vérité et d'humanité, en disant si on a décidé, parce que c'est la question de l'intention, pour Monsieur Vincent Lambert, c'était pas qu'il se réveille, c'était qu'il meurt sans qu'on donne la responsabilité ou l'imputabilité du meurtre, en quelque sorte, à l'équipe. Donc il est évident que la loi de 2016 était l'introduction, parce qu'elle est insoutenable, c'est pas uniquement les soins palliatifs qui n'ont pas voulu mettre en place la loi de 2016, c'est parce que humainement, être pendant 9 jours auprès d'une personne sans savoir ce qu'elle vit et le pourquoi elle sent, voilà, c'est ce que je me permettais de dire, ce que j'ai reçu dans votre livre. Pardon ? Avant, c'était pire, avant la loi de 2016. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les patients mouraient aussi comme ça, mais il n'y avait même pas de... Alors, c'était en 2010, je crois qu'ils ont rajouté le fait de donner encore des tranquillisants et des antidouleurs aux patients, qu'avant c'était même pas le cas, et qu'avant il n'y avait aucun protocole qui était fait, on pouvait arrêter des traitements et le patient mourait, c'est-à-dire que c'était encore pire juste, que le... Parce que Bernard Kouchner, tu sais très très bien, avait le droit de ne pas souffrir, ça a été quasiment en 2002, et ça a été ensuite difficile à intégrer progressivement, parce que ça demande aussi une maîtrise et un savoir, mais je rends hommage aussi à l'équipe de Bernard Kouchner. C'est en 2002, quand il y a eu le droit des malades, il y avait aussi le plan antidouleur. Donc, ne disons pas d'une manière un peu rapide que rien n'a été créé. Il y a eu il y a une dynamique, et c'est pas systématiquement que les personnes mouraient de souffrance. Oui, mais en 2016, il y avait une loi qui a été corrigée et qui prévoyait la sédation profonde et continue. C'est bien qu'il y avait un manque avant. Et pourtant, les patients avant, leur traitement était déjà arrêté, que les patients avant mouraient déjà. Enfin, si on a le débat, malheureusement, c'est plus compliqué. Et sachez que dans la loi de 2005, déjà, l'impératif pour l'équipe, loi des droits des malades et qualité et fin de vie, c'était on doit tout faire pour que la personne ne souffre pas, y compris quand on abrège son existence. Donc ne soyez pas rapide. Moi, je respecte votre propos, mais ne dites pas la loi de 2016, c'était pour répondre... C'est pas tout à fait ce qu'a dit François Lambert. Non, c'était pour répondre au fait que des gens souffraient. Il y a d'autres enjeux. Messieurs les Anglais, François, vous voulez répondre à Emmanuel Hirsch ? Non, j'ai répondu. Enfin, il y avait effectivement un manque. Enfin, vous avez eu un décret aussi en 2010 qui rajoutait des obligations pour les patients et notamment d'accompagnement des proches, parce que voilà. Et c'était suite à l'affaire Pira, c'est-à-dire quelqu'un qui était décédé comme ça et qui avait fait crise d'épilepsie sur crise d'épilepsie pendant 10 jours et qui était mort dans des conditions qui étaient assez atroces pour les proches. Véronique. Oui, la sédation profonde et continue jusqu'au décès a été introduite à l'époque comme une réponse à une demande d'accompagnement à mourir effective, avec une intention de mort. Et ça n'a pas du tout été mis en pratique de cette façon-là, par les soins palliatifs, notamment sur le terrain. Alors, je sais bien que c'était difficile et que probablement c'était mal foutu, possiblement, en tout cas, c'est la conclusion qu'on en a aujourd'hui. Mais l'idée est la même, c'est de dire à un moment donné, on a l'intention que cette personne meure, parce que c'est la moins pire des choses qui peut lui arriver, et à ce moment-là, faisons tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien, au moins. C'est ça, un peu, le message. Dans le chat, je vais pas tout lire parce que les questions se ressemblent un peu. Il y en a beaucoup qui posent la question, enfin, qui disent que ça déplace un petit peu la conception qu'on a de notre fin de vie, mais aussi de la mort, peut-être. Avec des risques d'eugénisme, lit-on dans le chat. C'est des questions qu'on soulève, ou ça relève de la fiction, de la science-fiction, donc. C'est des questions qui se soulèvent avant, quand il y a une crainte et quand il y a une peur et quand il n'y a pas de loi et quand il n'y a pas de cadre. Mais évidemment, le fait que les soins palliatifs seraient terrorisés à l'idée qu'il y ait des patients qui demanderaient maintenant ce qu'ils n'auraient jamais demandé avant,
comme si subitement ils allaient avoir l'idée que c'était plus cool de mourir que de rester en vie, c'est quelque chose qui relève de la fiction, évidemment. Quand vous êtes confronté à ça, quand vous savez que votre demande, en plus, elle peut être accordée, vous ne le demandez pas à la légère, et c'est pas une demande que vous faites parce que tout va très bien, mais que vous trouvez ça cool de demander ça. C'est autre chose. Sur l'eugénisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faudra démontrer comment la société, dans son ensemble, tous les gens, vous, moi, tout le monde, on va pouvoir faire pression sur des gens qui sont, dont on considère qu'ils sont pas, qui rentrent pas dans la norme, pour les inciter à demander l'euthanasie sur cette simple base-là. C'est-à-dire pas parce que ils sont en fin de vie et qu'ils ont une maladie incurable, grave et incurable. Encore une fois, la loi, pour l'instant, c'est maladie grave et incurable. Et ça ne va pas amener à de l'eugénisme, évidemment pas. Le mot eugénisme, il n'a pas sa place, ça ne veut rien dire par rapport. Ça serait la question plutôt de la discrimination que la question de l'eugénisme. Et donc la question de la justice. Et effectivement, est-ce que dans certains pays, des personnes en situation de fragilité sociale sont plus que d'autres exposées à même la proposition, pas la demande. Regardez certains textes scientifiques sur ce qui se passe au Canada aujourd'hui. Donc le risque, c'est ce qui se passe au Canada aujourd'hui. Vous avez des personnes, par exemple, compte tenu, on n'a pas tous la chance d'avoir un système de protection sociale comme en France, qui sont dans l'incapacité financière d'assumer leurs frais de santé dans des situations difficiles. Et c'est le médecin lui-même, hein, c'est des études, on pourra même les envoyer, les références, qui font apparaître qu'une des tentations aujourd'hui, notamment sur un aspect qu'on connaît bien, c'est que la fin de vie est un coût financier très important. Voilà. Et donc, c'est des éléments, en tous les cas, il y a même des études économiques qui sont produites pour justifier, dans certaines situations, le fait qu'il serait préférable de ne pas aller plus loin. Voilà, donc je pense qu'il ne doit pas être... Il doit y avoir aucune question taboue. C'est-à-dire, les craintes aujourd'hui, et on l'a vu avec certaines tribunes, c'est certaines personnes lourdement handicapées, atteintes de maladies, qui auraient le sentiment que parce qu'elles ont cette maladie, elles auront moins le droit de vivre leur vie ou d'accéder à des traitements. Et je pense que c'est là où il faut être très clair. De la même manière, dans les critères de minutie, vous ne pourrez pas faire l'inventaire de maladies qui justifieraient plus que d'autres parce que ça serait plus de souffrance que d'autres. Tout est très subjectif. Et encore une fois, il ne faut pas être dans la caricature. Ce n'est pas la fin de vie en général ou la mort en général. C'est la fin de vie d'une personne qui a une histoire. Et c'est pour ça que je dirais, pour une personne qui serait à un moment donné dans l'incapacité de prendre une décision elle-même parce qu'elle n'est plus en capacité de discernement, c'est ce qu'on appelle l'assentiment, la reconnaître dans son histoire. Et c'est pas parce qu'elle est dans l'incapacité de dire à un moment donné ce qu'elle veut qu'elle n'a pas jusqu'à présent manifesté ce qu'elle était. Et donc c'est là où dans la complexité, il va falloir qu'on soit avec des gens formés, compétents, qu'on ne psychologise pas la demande, qu'on ne la médicalise pas, qu'on l'humanise. Et c'est là le défi, à mon avis, en termes de réflexion en sciences humaines et sociales et probablement d'éthique. Et juste pour très rapidement, puisque nous sommes en France, on va compter sur l'esprit français qui est souvent critiqué comme étant des enfants gâtés qui ont droit à tout et qui continueront, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas leur demande parce qu'il y a des pressions sociales, ils ne feront pas leur demande pour telle ou telle raison, ils le feront leur demande pour eux-mêmes et ils vivront jusqu'au bout quand ils auront envie de vivre jusqu'au bout et quand ils considéreront que c'est terminé, ils feront la demande pour dire que c'est terminé. En tout cas, chers amis, il est 13h05, passé de 46 secondes, mais justement, c'était pour le mot de la fin. Je vais vous laisser à chacune et chacun le mot de la fin. Donc Véronique Fournier, le mot de la fin. Vous avez le droit à un long mot de la fin même. Merci. Non, je voulais souligner en tout cas que, comme vous le voyez, sur ce plateau, nous sommes tous les trois en train de nous dire c'est quand même une ouverture, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer et on est dans une responsabilité collective de faire que ça se passe bien et on est tous heureux de cette ouverture. On pense que ça va être un plus pour la société. Emmanuel Hirsch, le mot de la fin. J'inciterai chacun à se poser les questions qu'on s'est posées. Vous avez remarqué qu'il peut y avoir des antagonismes, et quand il y en a, il faut les dire aussi. Hein. Je pense que le débat, c'est aussi pouvoir dire les choses avec franchise tout en respectant les personnes. Ce sont des questions très intéressantes et je trouve que ça peut enrichir notre démocratie que d'aller au bout de ces questions. Parce que c'est pas la question uniquement de la mort, c'est la question de la vie, de la qualité de vie, la question des solidarités, des sollicitudes. Donc si on prend la question non pas en termes de législation pour ou contre, j'allais dire une évolution en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté, je pense qu'il va falloir qu'on soit à la hauteur du débat. Ce que je reproche politiquement à ce qui s'est passé depuis la fin de la Convention citoyenne, c'est-à-dire depuis avril dernier, c'est qu'on en a fait une affaire de président de la République, une affaire régalienne, et qu'on attendait d'une manière assez infantilisée. C'est nous qui l'avons fait. Non, c'est lui. Oui, non, mais c'est ça. On était dans une position d'attente de la décision du président qui hésitait. Je pense que c'est une affaire intime
il y a une affaire de société. Et c'est pour ça que j'ai confiance maintenant dans le temps du Parlement, d'autant plus que le Parlement s'est déjà quand même suffisamment penché sur ces questions, puisque ce sera à la 5e législation. Donc voilà, je pense que une fois que vous nous avez écoutés, n'imaginez pas qu'on est dans un antagonisme profond. On cherche les uns et les autres à éclairer le débat, sachant que ça sera une décision politique. Et moi, j'ai confiance dans les décisions, quelle qu'elle sera. Et une fois qu'on aura cette nouvelle loi, chacun d'entre nous cherchera à sa manière, chacun dans son domaine, à l'accompagner pour qu'elle satisfasse au mieux aux valeurs dont chacun est comptable. Merci Emmanuel. François Lambert, le mot de la fin. Oui, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Juste concernant le président de la République, il a joué le rôle du passe-plat, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris le temps pour décider qu'il allait passer ce qu'a fait la Convention citoyenne au Parlement, mais il l'a fait sans trahir, me semble-t-il, ce qu'a fait la Convention citoyenne. Donc ça reste une loi pour les citoyens, qui a été faite aussi par les citoyens, et dont j'espère qu'au final, elle sera une loi qui pourra justement se développer et qui ne sera pas une loi comme on a connu avant, des lois, c'est-à-dire des lois qui sont très, très centrées sur les soins palliatifs, c'est-à-dire une filière qui est contrôlée par quelques personnes, faut quand même l'admettre, qui a la main mise sur à peu près toutes les questions de fin de vie. Là, il faut que ce soit quelque chose qui puisse s'ouvrir et qui puisse aller au-delà de tout ça et qui puisse baigner dans la société. Allez, le tout petit mot de la fin, Véronique Fournier. Oui, je crois qu'on est tous concernés par l'accompagnement à mourir. Pas que les docteurs et pas que les soins palliatifs, bien sûr, mais toute la société. Et c'est ça qu'on appelle, nous, de nos voeux, c'est que les citoyens en général se sentent concernés. 13h08, passé de 54 secondes. Merci Emmanuel Hirsch, merci Véronique Fournier, merci François Lambert. Je vous remets entre les mains bien vivantes du camarade Mathis qui est en face. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transporté au studio 3F74 pour parler de ce sujet qui visiblement ont énormément sollicité le chat. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler si l'exercice vous a plu. Et revenez, ce sera avec un plaisir partagé.